Bonjour Axel, bienvenue, Bonjour Boris. bienvenue dans cette vidéo où on va parler de ton expérience, l'expérience que tu as passée dans notre formation CertiCyber, certicyber.com, et dans lequel tu as passé l'examen du CISSP. Tu vas nous raconter un petit peu ton aventure, ou ta galère en fait, hein, Ma galère, oui. selon le cas. Oui, Bon, alors pour commencer, je te propose que tu te présentes, que tu nous expliques un petit peu qui tu es, quel est ton parcours professionnel, ton expérience, quelles sont tes connaissances en cybersécurité. Et puis après, on va parler un petit peu de pourquoi tu t'es mis effectivement dans ce cursus de formation. Est-ce que tu as l'intention de travailler dans la cybersécurité ou pas, à moyen terme, à court terme, etc. On commence par ton expérience, ton parcours professionnel. ouais, très bien. Donc, moi, je suis ingénieur réseau et télécom de formation. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste basée à Rouen qui s'appelle l'ESIGELEC. Donc, j'ai fait une dominante en dernière année en réseau et télécom. J'ai fait cette formation en alternance. Moi, je fais partie des premières promotions des masters, donc des bacs plus 5, des niveaux ingénieurs en alternance. Au début où ça s'est lancé, donc j'ai bossé chez un opérateur alternatif qui s'appelait à l'époque Altitude Télécom, qui est devenu Complétel derrière, qui était spécialisé dans la boucle locale radio. Donc moi j'ai fait mes armes dans les réseaux et télécoms à partir de ça. Donc j'ai travaillé en tant qu'alternant pendant 3 ans dans cette structure. Et puis après, j'ai eu une opportunité de rentrer chez un énergéticien très connu qui vend du gaz en France, voilà, qui s'appelait Gaz de France à l'époque, qui n'existe plus. Voilà, et donc j'ai intégré Gaz de France en 2004. Donc je suis toujours dans le groupe Engie, parce que maintenant c'est le groupe Engie, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis depuis quelques années maintenant, donc depuis, ouais, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années, je suis dans une filiale du groupe qui est spécialisée dans le stockage de gaz naturel souterrain. Et donc j'ai occupé pas mal de fonctions dans cette entreprise. Donc j'étais d'abord attaché technique sur le SI industriel. Donc je me suis occupé pas mal de gérer la maîtrise d'ouvrage des gros projets de rénovation des SCADA les stockages. Ensuite, j'étais plutôt comment dirais-je, l'outillage et les applicatifs des experts surface, donc ceux qui font fonctionner les stockages. Et puis, donc un petit peu plus tardivement, je me suis occupé des fonctions support, donc c'est la fonction que j'occupe aujourd'hui, donc notamment à travers une plateforme qui est une plateforme d'ITSM qui s'appelle ServiceNow, qu'on a déployée assez largement au sein des fonctions support pour essayer d'adresser pas mal de problématiques qu'on rencontre au quotidien. Mais tout ça, c'est pas de la cybersécurité, on est bien d'accord. C'est pas du tout de la cybersécurité, on est bien d'accord. Donc la cybersécurité, c'est venu assez récemment, parce que je commence à travailler sur ces problématiques-là depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Donc j'ai commencé par plutôt des fonctions d'encadrement sur le staff qu'on a, parce on a quelques personnes qui opèrent à 100% des fonctions de cyber chez nous. On est une entreprise industrielle, donc on a pas mal de problématiques industrielles qu'on doit gérer. Moi, j'ai commencé par faire de l'encadrement. J'ai fait un peu de recrutement sur la partie cyber. Et puis, je me suis occupé plus récemment d'un projet de déploiement de stations de décontamination sur nos sites de stockage. Donc ça, c'est un des derniers sujets que j'ai piloté. Et donc, c'est vrai que je suis pas du tout... Enfin, c'est pas dans ma formation initiale. Et c'est un sujet que j'ai découvert finalement assez récemment. Et je l'ai découvert à travers un des séminaires que j'ai fait chez Orsys, dont tu as animé une partie, d'ailleurs. Séminaire, je crois, dont l'intitulé, c'était Responsable de la sécurité du système d'information, il me semble. C'était un séminaire sur 12 jours. Alors, c'est pas un séminaire, c'est un cursus. C'est un C'est un cursus. cursus, ouais, exact, Parce que moi, le exact. Ouais, séminaire, en fait, je le fais intégralement, mes séminaires. Il y a des séminaires où il y a deux intervenants. Moi, dans mes séminaires, je suis le seul intervenant. Et donc, mais c'est un cursus de plusieurs séminaires. Et ouais, c'est ça, c'est parmi un ces cursus de séminaires-là, continu. il y avait sans doute Exact, le séminaire chez Orsys que j'anime, moi, depuis plus de 20 ans maintenant, qui s'appelle le code SRI hein, chez Orsys. c'est ça. Sécurité Santé. réseau Internet. On l'appelle aujourd'hui cybersécurité réseau Internet, en fait, qui est un séminaire de C'est ça. 3 jours. Mais tu as dû faire C'est de la ça. partie analyse de risque, tu as dû faire ce Voilà, j'ai fait PCA, PRA. c'est ça, plan de continuité d'activité. Il y a une partie juridique aussi qui était très intéressante, parce qu'on ne se rend pas compte quand on n'est pas du tout de ce métier-là, qui a un volet juridique qui est loin d'être négligeable. Et c'est vrai que c'était un séminaire finalement assez complet. Donc j'ai passé la certification Orsys à la fin du séminaire que j'ai eu, mais qui malheureusement n'a pas trop de valeur sur le marché. Oui.
Soyons clairs, hein, c'est une certification. Il y en a beaucoup, hein, des certifications comme ça, dites professionnelles, qui sont faites par les organismes de formation eux-mêmes. Ça a au moins le mérite d'attester que le gars, il a globalement compris, hein, la formation qu'il a suivie. Mais si tu veux, tu mets ça dans un CV, bon, bah, on ne sait pas à quoi ça correspond, quoi. Donc, on ne sait pas C'est ça. exactement ce qui est testé, quelle est la valeur. On peut même considérer que ça n'a pas vraiment de valeur professionnelle en soi, quoi. Ce qui est un petit peu C'est dommage, ça. mais c'est comme ça. OK. Et donc, et alors pourquoi justement, donc, n'ayant pas forcément travaillé dans la cybersécurité depuis tant d'années, décider de te lancer dans un défi aussi colossal quelque part que de préparer le CISSP, dans lequel il y a des bouquins comme ça en anglais à potasser, il y a des examens de 3 heures ou de 6 heures selon qu'on le fasse en anglais ou en français. Donc voilà, quel a été le déclencheur? Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure du CISSP? Alors, le déclencheur, finalement, il est lié au fait que j'étais un tout petit peu frustré d'avoir passé pas mal de temps à suivre, donc ce cursus chez Orsys, sanctionné donc par une certification qui était finalement assez peu reconnue et en fait, je me suis mis à aimer un peu la matière, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est passionnant, c'est un domaine qui bouge tout le temps, c'est un domaine dont on entend parler maintenant, je dirais pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, il se passe quelque chose, dans l'actualité, sur le sujet, que ce soit des problématiques de ransomware, que ce soit des problématiques de manque, de pénurie de compétences, sur le sujet. Et je me suis dit: «J'aimerais quand même bien avoir, une certification ou un équivalent, qui puisse être valorisable, sur le marché». Et donc, au début, je me suis un peu renseigné sur le sujet, de savoir, quelles étaient les certifications qui étaient les plus reconnues. Donc on m'avait parlé, de la CCSK, on m'a parlé du CISM, et puis on m'a parlé évidemment du CISSP. Et puis quand j'en ai parlé dans mon entourage, on m'a dit: «Oh mais tu sais le CISSP, quand même, enfin tu pas de cette culture-là, ça va être très compliqué pour toi, enfin tu vas vite te casser les dents, tu pas l'expérience, en plus c'est en anglais, vraiment ça va être compliqué». Puis moi j'aime bien les défis en fait. J'aime bien les défis et puis, les fonctions que j'occupe, je les occupe depuis un petit moment maintenant et puis j'avais envie de faire un peu autre chose. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer dans cette aventure et puis on verra bien». Et puis c'est vrai que, le contexte, fait que c'est bien évidemment compliqué de trouver, un cursus de formation sur place, qui me permette, voilà de cadencer ça avec mes journées de travail à côté. Donc je me suis mis en recherche d'un e-learning qui pourrait potentiellement apporter un peu de support et notamment en français parce qu'effectivement comme la certification est en anglais, je me suis dit: «Si je peux avoir un peu d'équivalent en français au début au moins ça peut m'aider». Et je me souviens que quand on avait fait quand j'avais suivi le séminaire que tu as animé, il me semble que tu avais évoqué VeriSafe quand tu t'es présenté. Et tu avais évoqué le fait que tu proposais des formations à certaines certifications. Je ne sais pas si tu avais évoqué le CISSP à l'époque, mais en tout état de cause, tu avais évoqué ça. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller voir. Et puis là, évidemment, j'ai vu que tu proposais ça. Je me suis dit, bah tiens, ça peut être pas mal. Puis comme je t'avais essayé, entre guillemets, hein, avant, je me suis dit, bon, si c'est du niveau de ce qui a été présenté là, ça peut être pas mal. Et donc voilà. Donc je me suis quand même mis un sacré défi parce que le e-learning, donc c'est 1400 slides, c'est, je ne sais combien de centaines d'heures de vidéos, je sais plus, 180 heures, je crois, au total. Non, non, Donc pas c'est ça, un non, gros 180 heures, c'est le temps que tu as passé toi. En vidéo, il y a une quarantaine d'heures, hein. Il y a en Ouais, c'est vidéo. ça, voilà, c'est ça. Attention, la durée de vidéo, ça je le dis pour les gens qui veulent suivre la formation chez nous, quand on dit 40 heures de vidéo, c'est 40 heures non-stop, quoi. Il n'y a pas de pause, il n'y a C'est pas de ça, break, il n'y a pas c'est de ça, questions. c'est ça, Donc en présentiel, c'est pas comme ça, hein. Donc en c'est ça. présentiel, on s'arrête, on fait une pause, on va au tableau, il y a plein de breaks. Ouais. Là, c'est 40 heures non-stop, donc ça représente, si tu veux, en temps quelque chose d'assez costaud quand même, hein. Ouais, Mais, ouais, euh, ouais, mais c'est justement, clair. justement, on l'a pas dit en introduction, évidemment, mais si tu es là derrière la caméra, c'est que tu as réussi l'examen, sinon on n'aurait pas fait un interview pour parler d'un échec. Donc tu as réussi ton examen, alors qu'au départ, effectivement, tu partais pas forcément avec tous les atouts. En tout cas, tu n'avais pas le profil type, effectivement, et ton Non. entourage te l'avait dit, je les rejoins assez, hein. C'est quand même un challenge assez lourd, et donc tu n'avais pas tous les atouts, hein, à la base pour pouvoir le réussir. Et donc, on va parler de la formation un petit peu du e-learning, mais déjà, moi, je vois souvent sur Internet des gens qui disent j'ai préparé le CISSP en 15 jours ou en 3 semaines. Combien de temps, toi, tu as passé dans cette préparation? Ce que tu estimes avoir passé dans cette préparation? Et est-ce que tu crois qu'il est raisonnable de le préparer à une semaine ou en 10 jours, comme on peut le voir parfois sur Internet? Alors, pour répondre à la 2e question d'abord, comment faire pour le préparer en 12 jours, en 30 jours? J'avoue que j'en sais rien parce que
Bon, l'épaisseur du bouquin, juste du guide de préparation, c'est plus de 1000 pages. C'est pas de 1000 pages de dessin, hein, c'est 1000 pages de crayonnage. Donc, il y a de la matière, vraiment beaucoup de matière. Donc, il y a 8 grands domaines au total. Il y a 21 chapitres. Des choses dont j'avais entendu parler. Moi, je suis ingénieur réseau et télécom de formation. Sur le volet réseau et télécom, j'ai appris des choses, hein, des trucs que j'ai pas appris. Ah ouais, j'ai appris des choses aussi. Donc, alors pas évidemment pas la majeure partie du domaine, mais j'ai quand même appris des choses. Je suis assez content. Donc voilà, donc ça donne une idée un peu de la profondeur de champ qui est atteint par les sujets qui sont traités dans le bouquin. Donc voilà, donc juste pour revenir sur les gens qui le préparent en 12 jours, en 30 jours, soit c'est des super experts qui ont déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience et pour lesquels ils ont juste besoin d'un vernis, soit c'est des gens qui bossent à l'ISC2 depuis des années et qui connaissent ça par cœur, soit c'est des gens qui ont une capacité d'apprentissage monstrueuse, ça existe, hein, sans doute, mais moi j'estime qu'il faut quand même un peu de recul. Alors juste pour revenir sur donc, ta première question et mon cas personnel, moi j'ai démarré la formation au mois d'août de l'année dernière. Avant de partir en vacances, je me suis donc j'ai souscrit ta formation et je me suis acheté les bouquins. Donc déjà quand j'ai reçu le paquet, j'étais content. Et j'ai passé très clairement, je travaillais au moins tous les soirs après le boulot, entre 2 et 4 heures par soir, tous les soirs. Ouais, vraiment, ouais. En fait, je me suis assez surpris parce que je me suis dit, je vais très vite lâcher parce que ça va très vite être compliqué. Et en fait, vraiment, je trouvais ça super intéressant. Donc, finalement, je dis pas que j'avais pas l'impression de travailler parce que évidemment, ça consommait du temps et il y avait certains concepts qui étaient quand même vraiment pas simples, mais j'avais vraiment l'impression de ne pas le perdre en fait mon temps. Donc de fait, je me suis pris au jeu et c'est seulement au mois de... Donc là, j'ai passé l'assertif le 21, donc la semaine dernière. 21 janvier, alors on le dit pour les gens qui 21 janvier, exact. 21 janvier 2022, hein, parce que cette vidéo peut-être sera là dans un an, dans 6 mois, on ne sait rien. Ouais. Là, on est le 21 janvier 2022 et tu as commencé la formation en août 2021. Hein. Exactement, en août 2021. Donc j'ai travaillé, alors j'ai dû faire l'impasse peut-être une fois ou deux, peut-être trois, je me suis octroyé une journée dans la semaine où j'ai rien fait, soit parce que je saturais, soit parce que j'ai pas pu m'organiser. Je suis père de famille aussi, hein, donc il faut, comme je te disais dans le forum, j'ai pas non plus envie de me prendre le livret de famille dans la tronche pour une certif, ça serait dommage. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça quand même. Enfin, je pensais pas que tu avais autant bossé quand même. Hein. Ouais, Je non, trouve si, j'ai ça vraiment bossé quand même. assez extraordinaire. Travailler tous les jours. Enfin, il faut se mettre un petit peu. Quand tu as fait ta journée de boulot, quoi, déjà, tu vois, Ouais, tu l'as comme ouais, ça, quoi. Hein, donc, tu es ouais, vachement fatigué. Surtout que moi, j'explique dans la formation, hein, donc dans le premier module, enfin, le module 0, plus exactement, hein, parce qu'il y a 22 modules, mais il y a un module d'introduction où j'explique que pour mémoriser, il faut faire ça le matin, hein, quand le cerveau est frais et dispo. Et donc, ouais. le faire en fin de journée, ben, c'est vachement plus difficile, quoi. Hein. Ouais, c'est Donc, clair, c'est clair. et tenir dans le temps et pas lâcher, franchement, Ouais, ouais, bravo, quoi. Hein. Donc, je sais pas si je l'aurais fait, moi, quoi. Hein. Non, non, mais ouais, objectivement, hein, je sais pas si j'aurais tenu. Alors, c'est vrai que tu l'as dit aussi, ça te plaisait, tu trouvais ça intéressant, etc. Et ça, ouais, c'est aussi un truc que j'explique dans un module d'introduction. Il faut avoir la motivation pour passer c'est ce ça, CISSP. Et donc, il faut aimer ce métier, il faut aimer le clair, sujet de la cybersécurité. c'est Si clair, on le fait c'est en se clair. disant juste, je veux rajouter 4 lettres ou 5 lettres dans mon CV pour gagner un peu plus le mois prochain chez un autre employeur, Ça c'est voué à m'intéresse, l'échec, quoi. C'est voué à c'est clair. l'échec. Il faut avoir une certaine appétence à la cybersécurité et trouver que les sujets qu'on aborde sont intéressants. Bon, et moi j'essaie de les rendre intéressants dans la formation pour que ce soit pas trop galère à suivre, quoi, parce que c'est lourd. Hein. Mhm, mhm. Et j'avoue que là, je pensais pas que tu avais fait ça. Je pensais pas que tu avais bossé tous les soirs comme ça, tous les soirs, tous les Ouais, soirs. vraiment, j'ai C'est vraiment énorme. rien lâché, quasiment jamais rien. Il y a juste une fois où, alors, non, enfin, c'était pour les congés de Noël. Donc là, les congés de Noël, j'ai dit, bon, allez, Ouais. là, je fais quand même un break pour le réveillon, pour le jour J, parce que ça va pas le faire. En plus, ma femme a son anniversaire juste après le 1er de l'an. Donc là, c'est pareil, c'était juste hors de question. Donc voilà, mais c'est vrai qu'après, là, le mois de janvier, j'ai fait ça vraiment tous les jours. Alors, là, c'était plus, bon, c'était de la révision de MindMap parce que j'avais fini, hein, évidemment, de parcourir les différents domaines. C'était de la révision de MindMap. C'était aussi faire des quiz. J'ai fait énormément de quiz, hein, parce qu'on a beau dire, mais voilà, il faut essayer de faucher le plus large possible. Ouais. Donc c'est vrai que sur les quiz, juste pour anticiper sur la question que tu vas probablement me poser, sur le nombre de questions auxquelles j'ai répondu, j'en suis à peut-être un peu plus de 3000 au total, entre donc le guide
donc l'Official Practice Test, Ouais. le CC Secure, donc CC Secure qui est un site internet pour lequel tu proposais une offre promotionnelle, c'était plutôt intéressant parce que c'est vrai que c'est pas donné cette histoire. Et puis c'est un abonnement qui est assez court, donc évidemment C'est pas ouais. une offre promotionnelle, hein, c'est une offre qui est réservée aux gens qui suivent la formation, Ah soit chez d'accord. Vericept, Ok. soit chez Certicyber. D'accord. Il y a une offre maintenant qui est systématique pour les gens qui la suivent chez nous, hein, et ce qui permet de rendre le truc plus abordable. C'est vrai que c'est pas mal, C-Secure, et surtout C-Secure, il y a plusieurs niveaux, on peut choisir les C'est domaines, on ça. peut bosser un domaine en particulier, donc C'est ça. c'est assez intéressant. Ça, c'est un vrai problème, ces questions, hein. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, l'examen du CISSP, c'est évidemment un QCM, donc il faut rentrer dans l'état d'esprit de cet examen avec ces questions. Et on a beau connaître les sujets, si on n'est pas habitué à la forme de questions, au style de questions, au piège habituel des questions de l'ISC2, ben, finalement, on peut se faire avoir. Donc, d'où la nécessité, même moi, si je ne suis pas pour, hein, d'en faire beaucoup de questions, d'en faire beaucoup Ouais. pour rentrer dans cet état d'esprit, en fait, hein, d'habitude, de lire la question, de ne pas se faire avoir, d'identifier tout de suite dans les 4 propositions, celle qui est souvent farfelue et qu'on peut éliminer après en première lecture, quoi, hein. Et ensuite, déjà, il ne reste plus que 3. En général, même il y a une autre proposition qu'on peut assez vite enlever, et au final, il ne nous en reste que 2, quoi, hein. Donc là, on se C'est pose ça. la question, c'est laquelle? Et au final, bon, ben, il y a le facteur chance aussi, hein. Donc en ayant Ah oui, oui, éliminé c'est 2 clair. sans se tromper dans l'élimination, si on ne s'est pas planté dans l'élimination, du coup, hein, il en reste 2, on a 50% de chances de réussir. Faut le dire, bon, les gens, je pense, qui suivent cette vidéo le savent, mais il faut avoir 700 points sur 1000, hein, donc, pour réussir l'examen. Et donc, quand on a 50% de chance, a priori, c'est déjà pas mal. On a déjà fait une bonne partie du boulot, quoi. C'est ça. Donc C-Secure, oui, c'est intéressant, je le recommande, même si objectivement, moi C-Secure, je connais bien le truc, hein, on est en partenariat avec eux, mais c'est dans le même état d'esprit que l'examen, il y a beaucoup de questions ambiguës, quoi, hein, vraiment beaucoup de Oui. questions ambiguës, et ce qui est un peu dommage sur C-Secure, mais il faut dire aussi qu'ils préparent sur ce site à plein d'autres certifications, hein, c'est que souvent, les questions ne sont pas des questions up-to-date. En fait, ils disent mise à jour avec du CBK mai CBK 2021, 2021, mais mais en en fait pas du fait, tout. quand tu regardes les réponses aux questions, Ouais. tu vois que la référence, c'est CBK version C'est 3, ça. version 2, qui date C'est d'il y a ça. 10 ans, quoi, hein. Donc, C'est ça. Il y a même eu des références qui pointaient pas du tout sur le CBK. J'ai vu, il y a certaines questions, les concepts, moi je suis même allé les chercher dans le bouquin derrière. Enfin, le bouquin n'en parlait même pas. Et donc je suis allé un peu chercher sur Internet. Et en fait, les références, c'était des références d'autres examens, en fait. ouais. Mais qui n'avaient rien à voir avec le guide de référence de Oui, départ. oui, oui, ils font ça, ouais. Ils font Security Plus notamment, ils se servent de C'est Security ça, exact. Plus comme référence. Bon, il ne faut pas acheter des bouquins pour préparer la certif Security Plus, hein. Security Plus, ça n'a aucun sens, hein. Mais c'est vrai que de temps en temps, ils font des liens avec d'autres référentiels qui ne sont pas forcément très pertinents pour le CISSP. Bon, mais dans tous les cas, c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut compléter. Nous, dans la formation, on fait des questions en français. Tu as vu que les questions en français, contrairement à bon nombre d'organismes de formation concurrents ou autres, hein, elles sont originales d'abord, hein. On ne fait pas du plagiat, on ne fait pas de copier-coller. Il y a des gens qui s'amusent à prendre des questions sur Internet en anglais, de les traduire avec Google Translate et de les diffuser, quoi. Il y en a même qui font des bouquins. Il y a même sur Amazon, si tu vas sur Amazon, tu as des bouquins en français. Le gars, ce qu'il a fait, il a pompé les questions sur Internet, il les a traduits avec Google Translate, il en a fait un bouquin et il le vend. Et il le vend pas. C'est le démystifié, là? C'est le fameux démystifié, Non, non? non, Non, c'est ça pas c'est celui-là? autre chose. Non. Ça c'est un autre bouquin. Ça c'est un Autre chose. bouquin dans lequel il explique L'information. ouais, qui a vraiment un sens celui-ci, hein. Après, il peut être critiquable, il n'est pas exempt de tout reproche, mais il a vraiment Ouais, un sens. peut-être. Non, non, je parle d'un bouquin, je ne sais plus Non, combien, c'est écorché, ouais. qui vaut 87 euros en plus. 87 euros. Le gars, il a eu le culot d'aller pomper des questions sur Internet. Il n'a pas le droit de le faire, hein. Alors, non, il a fait 2 versions. Une version en anglaise, où c'est du copier-coller, sans même la traduction. Même les exemples, hein, quand on dit Peter veut envoyer un message à Alice, etc. Mais il a gardé Peter, il a gardé Alice, hein. Il ne s'est même pas embêté à changer le nom des personnes qui sont dans la question, quoi. Donc il a fait du copier-coller complet, 87 euros ou un truc comme ça. Il le vend sur Amazon. Bon. Il y a un bouquin aussi qui est en vente, c'est pour ça que je ne recommande absolument pas pour ceux qui veulent passer le CISSP de prendre les bouquins en français de questions sur le CISSP. Elles sont ridicules. Il y a un bouquin qui est en vente depuis pas mal d'années. Par exemple, tu as la question, tu as le test du crayon. Je ne sais pas si tu connais le test du crayon. Ça te parle ou pas? Ça me dit rien. Bah, c'est un pen test. Un pen test. Ah, Eh oui, le pen test, c'est le test du crayon. Tu savais pas ça? Eh ben oui. mais je me demande si j'ai pas eu. Ça me dit quelque chose maintenant que tu me dis ça. Je me demande si j'ai pas eu ça dans une des questions que j'ai eues, le test du crayon. Si Maintenant que tu me le dis, je l'ai eu. l'ISC2 traduit pen test par test du crayon, Si, je l'ai eu, sûr, je l'ai eu, je me souviens. Je me souviens, c'était une des propositions de réponse, le test du crayon. oh non, 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 non. Oh, c'est pas possible. Ah non, ils sont trop mauvais, hein.
Alors, Ouais. justement, ça nous permet de rebondir sur ça, justement. Euh, Français et anglais. Beaucoup de gens préparent l'examen en anglais. Pour une raison simple, et puis après on va discuter de ton cas, toi, qui a choisi de passer en français. Une question simple, c'est que d'abord, les organismes de formation proposent souvent des slides en anglais parce qu'ils savent, ils partent du postulat que les gens vont le passer en anglais. Donc ils ont des slides en anglais. Ils proposent des questions, on ne va pas se mentir, hein, qu'ils ont récupérées sur Internet qui sont en anglais. Ils proposent éventuellement CCQ ou d'autres services comme ça qui sont des questions en anglais. Bref, il y a plein de ressources en anglais. Donc pourquoi s'embêter à aller faire du français? On propose de l'anglais. D'accord? La première raison. La deuxième, c'est qu'effectivement, et tu viens de le mentionner, l'ISC2, parfois, quand ils traduisent les choses, c'est pas terrible quoi en français. Ils sont pas bons en français à l'ISC2. Hein. Bon. Donc, du coup, le test du crayon, on est d'accord, ça veut pas dire grand-chose. Dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, là, il parle aussi de l'attaque Schtroumpf. Tu connais pas l'attaque des Ah Schtroumpfs? oui, Bah, ça, c'est trop ça je l'ai fort, vu ça. ça. C'est Smurf Attack. J'ai vu Smurf ailleurs un Attack, petit ils l'ont peu traduit aussi. par l'attaque des Schtroumpfs. C'est quand même formidable aussi, tu vois. Donc évidemment, si on traduit l'anglais comme ça, on n'y arrive pas, quoi. Et donc ça fait peur aux gens, et les gens se disent, la question va arriver en français, elle ne voudra rien dire, je vais me planter. Or, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la version, elle va être proposée en français, bien sûr, mais on a la possibilité de basculer vers la version anglaise, et justement, ça va être intéressant que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe et comment tu l'as vécu, ces questions en français, et comment elles étaient tournées, et est-ce que tu avais besoin ou pas d'aller vers la version anglaise pour arriver à répondre aux questions. Alors, j'avoue que j'étais bien content d'avoir la version anglaise disponible systématiquement, parce que parfois, alors quand les questions étaient courtes, ça allait relativement bien, parce que, enfin, il n'y avait pas trop de doutes. Par contre, quand les questions étaient longues, parce que parfois il y a des pavés, hein, vraiment, il y a des mises en situation où voilà, on est le ciseau et on a plein de choses qui se passent et sur lesquelles on doit interagir. Parfois, vraiment, je comprenais pas du tout le pourquoi du comment. Alors en fait, quand, Sur la quand version tu réponds à française, la hein. Tu parles de la version ah française. oui, Tu, version tu française, lisais la version question en française. français, tu avais fini la question en français Exactement. et tu te disais, Voilà. je ne sais pas de quoi il J'ai parle, rien quoi. compris. Je n'ai rien compris. Donc en fait, il y a un bouton pour avoir la version en anglais. Alors le souci, bon, c'est un petit souci, c'est pas grand-chose, mais le problème, c'est qu'en fait, tu as une fenêtre qui s'ouvre en surimpression, qui se met sur la question, mais tu peux pas répondre directement à la version anglaise. Il faut que tu reviennes à la version française. Donc il faut que tu sois bien sûr d'avoir bien compris en anglais quelle est la question. Et aussi, ça c'est une réflexion que je me suis faite, c'est vérifier l'ordre des réponses, que ce soit dans le même ordre que les réponses en français. Parce que ça paraît anodin, tu te dis, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Ouais. Sauf que si c'est ordonné d'une manière différente et que la traduction est approximative, c'est mort. Et c'était parfois Donc, ordonné de façon différente ou pas? non, non, non. Et Non. je me suis assuré que Donc ça normalement, la soit pas. proposition A, B, C, D ou 1, 2, 3, Voilà. 4 en anglais correspondait bien à la Voilà. 1, 2, 3, 4 en français. Exactement. Mais parfois, sur certaines terminologies qui se ressemblaient, on pouvait. Je parlerai juste du cas général de l'audit, avec un certain nombre de différences sur les audits. Bah, parfois, il fallait bien sûr de ne pas taper à côté. Voilà. Mais sinon, heureusement, ouais, heureusement qu'il y avait la traduction en anglais. Moi, j'ai dû l'utiliser peut-être alors, sur les 250 questions, peut-être une sur deux, voire deux sur trois. Ah oui. Donc presque systématiquement, quoi. Quasiment Ouais, ouais. systématiquement, ouais. Alors attention, cette interview avec Axel a eu lieu le 27 janvier 2022. Et tout ce que l'on pouvait dire à cette époque était tout à fait d'actualité, mais un mois plus tard, le 28 février exactement, l'ISC2 a annoncé qu'il n'était plus possible de s'inscrire à l'examen en français ou en portugais. Alors ils ont laissé cependant la possibilité de passer l'examen en français jusqu'au 31 juillet 2022 pour toutes les personnes qui s'étaient inscrites avant le 28 février. Donc concrètement aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut impérativement se préparer à passer l'examen en anglais. Et d'ailleurs, c'est pour cela que chez VeriSafe, nous avons rédigé un dictionnaire spécial pour tous les francophones qui veulent préparer le CISSP. Et il comprend notamment un glossaire détaillé de tous les termes anglais à connaître. Et puis, concernant l'examen blanc, eh bien, nous conservons notre examen en français, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir véritablement vérifier votre niveau de connaissance du CBK indépendamment de votre niveau en anglais, mais nous proposons en plus un deuxième examen blanc, ce coup-ci en anglais, afin de vérifier votre niveau de préparation dans des conditions strictement identiques à l'examen officiel de l'ISC2. On peut en parler maintenant du temps. On a 6 heures pour passer l'examen. Normalement, c'est largement suffisant. Toi, tu l'as passé en Ouais. combien de temps? 4h15. 4h15. Et est-ce que tu y allais vite ou est-ce que tu prenais ton temps? Comment tu l'as vécu Non, au vraiment, au j'ai niveau pris mon timing? temps. Je te disais tout à l'heure en off que la première question, ça m'a pris 5 minutes avant d'y répondre. La première.
Il y en a 250. Je me suis dit, si je fais 5 minutes à chaque fois, je vais être un peu juste. Non, non, avec le temps. Alors, heureusement, il y a des questions qui amènent des réponses assez simples, qui sont assez triviales. Donc, c'est vrai qu'en une minute, on peut traiter 3-4 questions. Donc, très vite, on rattrape son retard. Moi, j'ai pas trouvé le temps long du tout. J'ai vraiment pris mon temps parce que, évidemment, le compteur est décrémenté en temps réel. Donc, on sait exactement combien de temps il nous reste. Le seul petit reproche que j'ai, alors juste pour parler un peu de l'état d'esprit quand on rentre au centre Pearson VUE, pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est un petit peu déroutant parce que bon, c'est à l'américaine, hein, donc bah, vous avez le droit de rien en fait. Hein, mais quand je dis rien, c'est-à-dire qu'il faut vider vos poches en fait, vraiment. Ils vérifient qu'il n'y a rien dans les poches pour tourner vos poches. Moi, ils ont regardé mes lunettes. Je porte des lunettes pour travailler, hein, comme vous le constatez. Ils ont regardé l'intérieur des lunettes. Ils ont vérifié qu'il n'y avait pas de système audio qui me permettait de communiquer avec l'extérieur, etc. J'avais des mouchoirs en papier parce qu'il faisait très froid le matin. Donc j'étais un peu pris. Ils m'ont demandé de déplier mes mouchoirs, tourner mes mouchoirs. Ouais, ouais, c'était assez violent. Donc j'avais pris mon stylo. J'ai mon stylo fétiche avec lequel je travaille depuis que j'ai démarré. Je me suis dit, va me porter bonheur. Maintenant, tu ranges ton stylo. Donc ils m'ont donné un feutre. Et en fait, vous avez un support du type support de tablette qu'on avait quand on était à l'école, des supports Velleda mais indélébiles. On a le droit de griffonner. Et une fois qu'ils sont pleins, on doit les rendre et ils nous en amènent des nouveaux sur lesquels on peut encore griffonner. Et pas le droit de parler dans la salle, évidemment, et juste le droit de faire des gestes un peu comme ça, là. Comme ça, faire les gestes comme ça avec le bras pour signifier au-dessus, parce que vous avez une caméra qui vous regarde, qui vous scrute au-dessus, que vous avez quelque chose à demander. À un moment donné, j'ai juste changé de posture, j'ai levé la main, ils ont cru que je demandais quelque chose, qu'ils ont déboulé. Alors, il y a aussi un petit détail qui est important. Normalement, le test vous amène à faire des pauses. Il y a un type à côté de moi qui passait un autre examen. J'ai regardé par-dessus son épaule quand je suis sorti, c'était le PMP, je crois. Hein. Il a eu le droit, pareil, l'examen était assez long. Il est resté quasiment autant de temps que moi dans la salle. Il a eu le droit à 2 pauses. Moi, j'attends toujours que l'examen me propose une pause et que j'ai le droit de sortir. J'ai pas eu le droit de sortir du tout, en fait. Ah bon? J'ai été confiné pendant 4h15. J'ai pas eu le sûr. droit de bouger. Mais si tu as envie d'aller aux toilettes, tu fais comment alors? Ah bah il aurait fallu que je crie très fort. Heureusement, j'avais pris mes précautions avant, mais moi je m'attendais parce que sur le NDA que tu signes avant de rentrer, on t'explique que c'est l'examen qui va t'autoriser à prendre une pause. Il va se mettre en pause et il va t'autoriser à prendre une pause. Donc là, moi j'avais prévu mes barres de céréales, j'avais prévu un peu de flotte, j'avais prévu tout ça, ça a servi à rien. Donc bah, bon, je me suis rattrapé après évidemment, mais tout ça pour dire que faut pas hésiter à se signaler auprès de l'examinateur si on a besoin de quelque chose parce que bah, parfois ça marche pas, quoi. Oui, Voilà, là c'est un bug, hein, parce que normalement, effectivement, il y a des pauses qui te permettent c'est effectivement ça. de souffler 6 heures non-stop, c'est juste C'est juste pas possible. pas possible, quoi. Hein. Et puis, Non. les contrôles à l'entrée, c'est un peu abusé, quoi. C'est pire que le bac, c'est plus drastique que le bac, etc. Ah oui, Enfin, oui, ah non, rien à voir. Le seul truc que j'avais le droit d'emporter avec moi, c'était mon passeport, ouais. en cas de contrôle d'identité. Il faut 2 pièces d'identité, au fait, hein, on l'a pas dit, Oui, mais exact. il 2 pièces faut, il faut... d'identité valides. Mm. Moi, ma carte d'identité était invalide, et heureusement, il m'avait dit avant. Donc du coup, j'ai pris mon passeport, plus mon permis de conduire, pour me faire enregistrer. Ouais. Ouais, c'est un peu... oh, c'est comme ça, quoi. Hein. Voilà. On n'a pas, on a basculé effectivement sur la partie examen. Juste, on n'a pas conclu sur la partie en français. Moi, dans la formation, tu as vu que je donne allez, tout en français, notre formation, je donne les termes en anglais systématiquement, Oui, justement pour oui, faciliter ça, quoi. Je oui. considère que il faudra être prêt à pouvoir basculer sur la question anglaise. Donc, même si on préfère tous, hein, enfin moi le premier, hein, donc la barrière de la langue, elle existe. Hein, on n'est pas bilingues tous, et donc on préfère évidemment quelqu'un qui nous explique des choses surtout nouveaux, complexes, etc. dans la langue natale. Hein, donc mais évidemment, on sait que derrière cette langue natale, ça sera pour être un handicap au moment où la question va être posée. Il vaut mieux bien connaître les termes. Et donc, Clairement. il faut être habitué avec le glossaire. Je fournis un glossaire aussi, hein, donc, entre les termes anglais et les termes français. Et donc, normalement, si on le prépare comme ça, si on le prépare en ayant à l'esprit qu'il faut maîtriser les questions en anglais, qu'il faut connaître la terminologie, qu'on s'est préparé avec un site comme CCure ou un autre, hein, un concurrent, normalement, il n'y a pas de problème. Et le fait de le faire en français, quelque part, ça le fait bien, quoi. Et je rajouterais que c'est un truc que tu évoques d'ailleurs au début de la formation, le fait de systématiser dans les cartes mentales, les mind maps, la traduction en anglais. En plus, ça permet systématiquement, quand on les relit, d'avoir aussi la correspondance et pas être Yes. obligé de chercher, de se dire à quoi ça correspond, etc. Ouais, Et ça, moi, je l'ai fait systématiquement. ouais. Et du coup, enfin voilà, c'est quand même, enfin, t'acquiers une sérénité après quand tu abordes les sujets.
qui est sans commune mesure avec le fait que si tu t'étais focalisé sur le français uniquement, ce serait un petit peu plus compliqué, quoi. Ça a deux intérêts pour moi. Le premier, c'est celui qu'on est en train de raconter, c'est-à-dire que pour l'examen, quoi. Donc on sera plus à l'aise de l'examen en français, on pourra basculer sans problème sur la question anglais. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que dans la cybersécurité, il y a des référentiels à l'ENISA, ils sont en anglais. La langue officielle de l'Union européenne, c'est pas le français, c'est l'anglais. Il y a des documents de référence. Le NIST est incontournable. Toutes les recommandations du NIST sont incontournables. On ne peut pas faire de la cybersécurité sans connaître un ensemble de référentiels qui sont les SP800, les fameux SP800 du NIST. Ils sont tous en anglais, d'accord. Le BSI en Allemagne, c'est un peu l'équivalent de l'ANSSI, fait des super documents en anglais. Même l'ANSSI produit aujourd'hui, alors toujours des versions françaises, mais des documents en anglais. Donc quelque part, connaître la terminologie de la cyber en anglais, c'est fondamental pour l'examen et pour son travail au quotidien demain, quoi. Donc ça, il faut faire l'effort, hein. On n'a pas le choix, hein. C'est pas que pour l'examen, hein. C'est vraiment un travail qui paiera On est bien d'accord. dans le futur, quoi. On est bien d'accord. Ok, très bien. Bon, ben, on a fait un petit peu le tour. Tu as des trucs à rajouter sur l'examen avant qu'on passe sur un petit peu ton avenir et ton futur avec ce... Sur l'examen en tant que tel, moi je pense que il faut dédramatiser déjà les choses. Ouais, Alors c'est vrai que 6 heures d'examen c'est long, mais finalement une fois qu'on est dedans, c'est bon, après moi j'ai pas fait 6 heures, j'ai fait moins que ça, mais finalement une fois qu'on est dedans, on est dedans. Il faut surtout prendre le temps. Il y a un truc que tu dis aussi au début de la formation, je crois que tu l'évoques, il me semble. Ou alors on en a parlé après, bon, peu importe. Il ne faut pas hésiter à lire plusieurs fois la question et plusieurs fois les réponses avant d'y répondre. ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai fait systématiquement. Alors, notamment en regard du fait que parfois les questions étaient vraiment, vraiment ardues et vraiment, vraiment alambiquées. Prendre le temps de lire plusieurs fois et pas se dire, même si, même pour les questions les plus triviales, hein, moi j'ai pris le temps aussi de le faire, parce que il y a ce fameux piège de négation, double négation, donc négation dans le texte, reprise de négation dans les réponses, qu'on peut avoir zappé, parce qu'on est tellement persuadé de savoir que finalement c'est l'exacte réponse opposée qu'il faut choisir. Donc voilà, prendre vraiment le temps de parcourir ça plusieurs fois, parce que effectivement on a le temps. Enfin, 6 heures c'est long, mais il y a Alors, 250 questions, ça fait un peu plus d'une minute par question. Ça laisse du temps. clairement, ce que tu dis, moi, hier, je faisais une visio avec quelqu'un qui va passer l'examen demain, en fait, hein, donc avec le cursus VeriSafe ce coup-ci, hein, donc au même endroit que toi, hein, dans la région de Lille, là-haut, chez les ch'tis. C'est exactement le conseil que je lui ai donné. Donc, dans la visio, c'était la dernière visio de préparation avant d'aller à l'examen, là. Je lui ai dit, tu lis la question en français, donc évidemment, et systématiquement, tu vas lire la question en anglais. Donc, toi, tout à l'heure, tu as dit que tu avais fait une fois sur deux ou deux sur trois. Moi, je lui ai recommandé. On a le temps, donc comme on n'est pas à la montre, on a le temps, il ne faut pas se planter sur la question, il ne faut surtout pas ne mal avoir interprété la question. Donc je la lis en français, ok, je ne vais même pas lire les propositions de réponse. L'idée c'est de ne même pas avoir ce biais d'aller lire les propositions de réponse et d'avoir un a priori sur la réponse. Je lis la question, qu'est-ce qu'on me demande? Je bascule, je vais voir la version anglaise, qu'est-ce qu'ils me disent? Est-ce que j'ai bien compris, je comprends la même chose en anglais et en français? Si, après maintenant, je peux regarder les propositions en anglais, je me dis tiens, a priori, ce serait la 2. Je reviens à la version française, je lis les propositions. Ah, si elle m'apparaît la 2, je clique sur 2 et je passe au suivant. Et si on fait ça, franchement, normalement, il n'y a pas de problème. La plupart des gens qui se plantent, et d'ailleurs, toi aussi, tu t'es planté dans les examens blancs chez nous, hein, où tu as lu un peu trop vite, quoi, hein, donc tu es allé un petit peu trop vite. Exactement. Et dans l'examen blanc, il y a 6 heures aussi chez nous, hein, c'est exactement le même. On essaie de reproduire, sauf qu'on essaie de faire des questions en français qui tiennent la route, quoi, hein, c'est la grosse différence. Il n'y a pas besoin d'avoir la version anglaise pour comprendre ce qu'on a demandé en français, quoi. Ce qui paraît la base dans une question, hein, qu'on ne connaisse pas les réponses ou qu'on ne comprenne pas les réponses parce qu'on n'est pas assez compétent, je veux bien. Mais qu'on ne comprenne pas la question, je trouve ça, moi, inadmissible. Non, Donc les natifs en français, ils devraient faire venir des traducteurs professionnels, hein. Il devrait y avoir un gars qui vient, un peu comme moi, hein, qui lit la question, là, et qui leur dit, les gars, là, ça, c'est pas du français, hein, ce que vous avez raconté, hein. Donc il faut mettre un traducteur professionnel, il faut que la question, elle veuille dire quelque chose. Donc, en français, il faudra faire systématiquement ça. Et d'ailleurs, si vous la passez en anglais, il faudra faire pareil. Il faut lire 2 fois la question en anglais. Il ne faut pas hésiter à la lire 2 fois. Et à se méfier effectivement de ces doubles négations. C'est-à-dire qu'il y a une négation dans la question, et dans les propositions, il y a une autre négation. Donc vous voyez le problème, c'est que 2 négations égale une affirmation, hein. Donc vous voyez le piège, quoi, hein. Alors, comme indiqué précédemment, cette interview avec Axel a eu lieu le 27 janvier 2022. Mais je vous rappelle qu'il n'est plus possible de s'inscrire à l'examen en français depuis le 28 février 2022. Et c'est pour cela que chez VeriSafe, nous avons réactualisé nos ressources pédagogiques, avec notamment un dictionnaire anglais-français spécifique au vocabulaire du CISSP.
Et nous avons également rajouté un deuxième examen blanc en anglais afin de vérifier votre niveau de préparation dans des conditions strictement identiques à l'examen officiel de l'ISC2. Donc, je sais que dans l'examen blanc, toi, tu avais effectivement, tu te rappelles ton score à l'examen blanc 54%. 54%. Bon, ben 54%, tu as dû avoir peur quand tu as eu 54%. Ah oui. Parce que 250 questions, tu te dis, normalement je suis prêt, j'y vais, 54%, tu sais que tu dois être à 70, hein, en gros, hein, si on fait le ratio à 700 points, hein, c'est ça, hein. Il faut être à 70, donc tu te dis, je suis à 54. Et alors du coup, comment tu as fait quand tu as vu 54%, comment tu as réagi? Eh ben, déjà, bon, j'étais un peu déconfit, je dois dire, parce que après je l'ai fait, je crois que je l'ai fait un peu plus vite, j'ai dû le faire en moins de 3 heures, je crois, un truc comme ça. Il y a pas mal d'erreurs que j'ai faites parce que comme tu l'as dit, j'ai lu trop vite. Et par contre, quand j'ai buté sur des sujets que je maîtrisais pas du tout, j'ai pris le temps d'aller chercher l'info, en fait, parce que des fois, il y a des choses que j'avais pas. Souviens-toi, sur le CMMI, l'histoire du plan d'optimisation sur l'étape que je pensais plutôt être sur l'optimizing, qui finalement était calée en amont. Bon, celle-là, elle était pointue, hein, Oui, c'est oui. évident. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pris le temps. Je me suis pris par la main et j'ai pointé question après question là où j'avais fait des erreurs et j'ai été recherché soit dans le bouquin, soit sur Internet, soit enfin voilà, sur les forums aussi. Je disais tout à l'heure, je suis allé un peu sur Reddit Ouais. quand je trouvais pas le pourquoi du comment, et c'est pour comprendre, parce que je me suis dit apprendre bêtement comme ça sert à rien. C'est des trucs que je retiendrai pas de toute façon, donc il faut que j'ai compris pourquoi j'ai fait une erreur et pourquoi c'est pas ce que moi j'ai dit qui est finalement la bonne réponse. Voilà. Ça c'est le meilleur conseil, c'est vraiment le meilleur conseil, hein, c'est celui-ci. C'est que ce qui compte, c'est pas le nombre de questions, hein. On peut en faire 5000 questions, hein. Si dans les 5000 questions, on les balaye et chaque fois qu'on s'est planté, on dit « Ah ouais, mais ça je le savais », puis on creuse pas, on n'apprend rien en fait. Et dans une semaine, on vous repose la question, vous vous plantez. Donc, il vaut mieux faire moins de questions, mais à chaque fois qu'on s'est planté, on ne se donne pas une excuse. Ah ouais, mais non, on va creuser le truc. On dit pourquoi je me suis trompé. Est-ce que j'ai mal lu la question, donc je l'ai lu trop vite. Bon, il faut que j'arrête de lire trop vite, quoi. Il faut qu'on rectifie les erreurs. Il faut apprendre. On apprend beaucoup de ces erreurs, mais encore faut-il le reconnaître et justement mettre en place la mécanique pour corriger. Donc, si on voit que souvent on s'est planté parce qu'on a mal lu, on se force à faire ce que je vous ai dit. On lit 2 fois. D'accord? Alors, même chez soi, on peut lire à voix haute, hein. À l'examen, on ne pourra pas le faire, mais à l'examen officiel, on ne pourra pas le faire, mais on peut le lire à voix haute pour être sûr qu'on a bien lu la question et qu'on l'a bien comprise. D'accord? Et puis, effectivement, chaque fois qu'il y a un truc, tiens, on n'a pas compris ça, on creuse là. On se dit, ça, c'est un sujet nouveau, je vais creuser, pourquoi c'est ça, etc. Alors, on y passe du temps parfois, hein. Parfois, ça veut dire que derrière une question, il va y avoir 20 minutes de travail de fond derrière. Mais la grosse différence entre tourne la page, hein, et je balaye d'un revers de la main le problème que je viens de voir et je vais passer 20 minutes à travailler ce truc-là, ce sujet pour comprendre le CMMI, pourquoi il y a ce truc-là, etc. Ben après, c'est fini, quoi. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on le consigne par une note, etc. Le jour de l'examen, vous avez la question, vous êtes vraiment à l'aise, quoi. Et on fait ça systématiquement, et donc du coup, ça veut dire que c'est pas le nombre de questions qui sera important, c'est la façon dont on les aura gérées, ces questions, et on peut se rendre compte que alors, évidemment, hein, il faut en faire un minimum de questions, hein. Donc, nous, déjà, chez Vericep, il y en a 250 qui accompagnent le parcours, hein, donc, pour chaque module, plus 250 d'examens blancs, plus 40, ça c'est nouveau, là, on l'a rajouté un peu plus tard, ouais, je l'avais fait d'ailleurs, en positionnement. Ça, franchement, on aurait dû le faire au tout début, hein, mais après, on s'est lancé dans le process Calliope, on est certifié Calliope d'ailleurs pour Verisafe, hein, et dans Calliope, on demande effectivement un positionnement, et donc on s'est dit, ben voilà, on va en profiter de ce process Calliope pour faire un mini examen blanc de 40 questions, et ensuite on donne une stratégie en fonction de la connaissance, parce qu'en fait, dans une formation, les gens n'ont pas le même niveau. Toi, tu as fait une école réseau et télécom, tu as bossé dans les réseaux et télécom, tu parlais de SIGELEC, moi j'ai fait SIGETEL, moi j'ai fait, hein, donc tu vois un petit peu la petite sœur, l'école sœur donc moi c'était à Fontainebleau, toi c'était Rouen et moi c'était Fontainebleau. Donc évidemment moi aussi, SIGETEL, réseau et télécom, quoi. Donc la partie modèle OSI, TCP/IP, etc. de l'école d'ingénieur, j'ai toujours maîtrisé ces sujets-là. Bon, si je passais l'examen sans avoir fait de cybersécurité, je serais à l'aise sur les aspects réseau et télécom, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels je ne suis pas. Le test de positionnement permet justement de s'adapter, de savoir où sont ses points faibles et de bosser ces sujets-là. Mais sur les questions de préparation, hein, c'est vraiment le conseil le plus important qu'on puisse donner, hein, c'est d'approfondir chaque erreur pour que
on ne la reproduise jamais. On se dit, derrière cette erreur-là, je ne la referai plus. Si on fait ça, on va se rendre compte que si on fait 1000 questions et qu'on les a bien gérées, c'est 1000 questions de niveau élevé, attention, pas des trucs basiques, 1000 questions niveau 4 ou 5 dans C-Secure, parce que ce Secure c'est sur 5 niveaux, 1000 questions de niveau 4 ou 5 sur C-Secure, bien traitées. Chaque fois qu'on s'est planté, on a bien regardé. Normalement, on arrive à un résultat. Tu as combien de ton score pour que les gens un petit peu sachent quel score tu faisais sur C-Secure avant de passer l'examen? À C-Secure, sur les derniers tests, j'étais au-delà de 70, j'étais entre 75 et 90% en fonction des questionnaires. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a finalement assez peu de différence entre les niveaux 4 et les niveaux 5. Ouais, ouais. Et Et même, il y a parfois, les des. niveaux 4, je les ai trouvés plus compliqués les niveaux 4 que les niveaux 5. Ouais. Les questions étaient plus élaborées, j'ai trouvé, en fonction des sujets. Alors, pareil, moi j'essayais d'avoir toujours, alors de revenir évidemment sur les questions sur lesquelles je m'étais planté quelques temps après. Mais parfois, j'avais une redondance en fait des questions dans les questionnaires, Ouais. des questions auxquelles j'avais déjà répondu qui Oui. revenaient alors que j'étais censé avoir des questions récentes. Au total, sur l'ensemble des questions qui sont proposées sur le C-Secure, il doit y en avoir un petit peu plus de 2000, j'ai dû en faire 1400, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et donc, finalement, tu as épuisé presque la base, quoi. Tu as épuisé la base, Ouais, c'est un peu puisque ça. tu n'as pas fait les C'est un peu niveaux ça. 1 et 2, en fait, tu n'as quasiment fait jamais Non. le niveau 1 et 2, donc tu peux estimer qu'il y a au moins Non. peut-être 400 questions qui étaient là-dedans. Et donc, du coup, après, quand C'est ça. tu le repasses, c'est de la redite, quoi. Alors ça, après, il faut arrêter. C'est ça. Dès qu'on se rend compte qu'on Ah oui. reboucle sur les questions, il ne faut pas continuer. Ouais. Ça peut être un piège, Non, parce c'est que du coup, on connaît les questions, on connaît les réponses, donc forcément, ben, on est bon, quoi. Et ça donne un faux sentiment d'être prêt alors qu'on ne l'est pas, quoi. C'est juste parce que Ouais. c'est du bachotage, on appelle ça du bachotage. C'est exactement ça. C'est parce que Ça, j'ai ça- déjà vu la question et que j'ai noté et j'ai mémorisé la réponse que je suis Ouais. capable d'y répondre. Pas parce que j'ai Ouais. compris le sujet. Donc ça, c'est Ouais. une erreur à ne pas faire. Il vaut mieux, une fois qu'on a balayé une base, on arrête, on prend Oui, après, c'est un fini. bouquin, le bouquin de l'ISC2 par exemple, ou le All-in-One, là, donc, qui peut être aussi complémentaire. Le All-in-One, les questions sont un peu tordues, quoi, aussi. Donc, et puis souvent, elles sont hors sujet, quoi. Elles ne sont pas dans le programme du CISSP. C'est ça qui me gêne un peu, moi. C'est-à-dire qu'il y a déjà tellement de sujets abordés dans le CISSP. Si en plus, il faut aller bosser des sujets qui sont hors scope, ça rajoute du boulot, quoi, et du boulot qui ne servira pas le jour de l'examen, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il est inutile, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Le all-in-one, il est bien au niveau contenu de cybersécurité. Mais si on se dit, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le contenu cybersécurité, c'est le sujet de l'examen, ben, il y a trop de choses qui sont hors scope. Et donc, on est obligé de travailler en dehors des sujets qui seront posés le jour de l'examen. Vu le travail qu'il y a à faire déjà, si on peut Ouais, enlever le vraiment de s'en superflu, rajouter, c'est pas plus mal, quoi. ouais. Et moi j'ai trouvé un support de questions qui était pas mal. C'est l'application officielle du CISSP sur mobile. Yes. Et je trouvais les questions très élaborées et je les ai trouvées plutôt assez difficiles en plus, plutôt bien en lien avec finalement L'examen. l'examen final. Alors évidemment c'est payant parce que bon c'est une association à but non lucratif, mais On le là je sait. vois j'ai déjà une maintenance à donner là avant même d'avoir commencé. Mais c'est vrai que moi je prends pour aller bosser je prends les transports en commun donc j'ai toujours un peu de temps à passer. Et je me faisais toujours une petite session d'une vingtaine, une trentaine de questions le matin et pareil le soir et sur la pause déj. Et je les ai trouvés plutôt pas mal. C'est Ouais. pareil, je l'ai pas mal épuisé ce truc-là. Mais après, c'est un forfait, je crois que c'est un forfait tu as la possibilité de le faire pour une semaine, un mois, 3 mois et un an. Avec un prix évidemment dégressif, plus tu souscris longtemps. Mais ouais, j'ai trouvé plutôt pas mal. Ouais. Ouais, je recommande aussi. Ouais, je recommande aussi. Et je le rajouterai dans l'information, dans les sources utilisables pour s'entraîner. C'est une très bonne idée, les applications du SC2 en mobile. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de temps perdu dans les transports en commun, etc. Il y a plein d'endroits où on peut se former finalement et garder effectivement plus cet entraînement, quoi. Donc ça, c'est à faire évidemment là dans les dernières phases, ou pour valider des modules, évidemment. C'est ça. Très bien. Axel, c'est quoi le futur? Demain, tu vas changer C'est quoi le next step? d'employeur? Non, demain, je vais ouvrir un garage. Non, je plaisante. Tout ça pour ça, le mec est joueur. Non, demain je vais certainement m'emparer de pas mal de sujets de cyber au sein de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Tu l'as dit, je suis associé parce que j'ai pas l'expérience pour l'instant. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de commencer à mettre tout ça en musique, parce que j'ai pas passé tout ce temps-là et surtout dépenser autant d'argent de ma poche pour que ça serve à rien. Donc, il est évident que je vais mettre ça à profit. Alors, j'ai pas encore plan de carrière
prédéfinies dans mon esprit, mais il y a des choses qui me parlent un peu. L'audit, ça me parle un peu, et les enquêtes aussi, le fameux forensic, c'est un truc qui m'attire pas mal. Donc, j'ai la chance de travailler dans un groupe qui est assez vaste et qui est pas mal développé en termes de cyber. La communauté cyber est plutôt vachement active chez nous. Donc, je me dis qu'il y a certainement des opportunités qui vont se présenter. Je veux prendre le temps, je ne veux pas sauter sur n'importe quel truc en disant ça y est, je pars dans un truc full cyber. Je veux prendre le temps aussi d'avancer. Et puis, pourquoi pas de compléter ma formation avec autre chose derrière, avec un truc un peu plus technique, genre je sais pas, au hasard, le CSSK par exemple. Alors, Je dis ça complètement au hasard. ouais, alors CSK, pas forcément, CSK, pas forcément beaucoup plus technique, mais plus spécialisé, quoi, hein, spécialisé cloud, Ouais, c'est évidemment. ça. Donc là, En cloud. on Ouais. considère Ouais. qu'on a déjà les compétences cybersécurité et on veut approfondir pour pouvoir provisionner des infras sécurisées dans le cloud. Sachant qu'il y a le CCSK, ça c'est la certification que fait la Cloud Security Alliance. Il y a l'équivalent à l'ISC2, hein, ça peut être aussi cohérent pour toi de faire ce qu'on appelle le CCSP. C'est Ouais, c'est l'équivalent, hein, ça, c'est c'est l'équivalent de la ouais. CSA. En fait, dans ces certifications cloud, après il y a les certifications des fournisseurs cloud, qui est encore autre chose, hein, mais les certifications indépendantes des fournisseurs, pour le cloud, il y en a deux, essentielles, hein, CCSK, fait par la CSA évidemment, enfin évidemment. C'est le cas, la Cloud Security Alliance ou le CCSP. Bon, les deux pour toi seraient cohérents. Ce qui ne serait pas cohérent si j'étais pas CISSP, aller faire le CCSP, c'est compliqué parce qu'il y a des questions de cybersécurité et donc en ayant le CISSP, ces questions-là seront une formalité administrative pour toi. Tu vois, alors qu'il n'y aura pas ce type de questions dans le CCSK. Dans le CCSK, il n'y a que des questions qui traitent de la sécurité cloud. D'ailleurs, au passage, il y a beaucoup de gens qui me disent, tiens, dans le CISSP, c'est bizarre, y compris dans le programme actualisé de mai 2021, on ne parle pas beaucoup de sécurité cloud. Ben oui, mais c'est normal. Mais c'est pas que c'est pas un vrai sujet. C'est que on parle tout à l'heure de l'ISC2 qui est une fondation à but non lucratif, hein, ouais, à but vachement non lucratif. Sauf que ils ont le CCSP, ils ont des bouquins pour faire le CCSP, ils ont l'examen CCSP, ils n'ont pas envie de merger les deux. Donc il y a quelqu'un qui me dit mais pourquoi ils ne mergent pas le CISSP avec le CCSP pour faire une vraie certif? Mais non, mais pour eux c'est pas intéressant. Ils préfèrent vendre deux certifications, deux fois des bouquins, d'accord? Donc modèle économique, business, dollar quoi. Hein. Mais c'est ça là, la vérité. Hein. La vérité elle est là. Et tout à l'heure je parlais d'une certification de cybersécurité à off qu'on est en train de préparer. Ça n'a pas de sens d'être compétent en cybersécurité, consultant, RSSI, et dès qu'on parle de sécurité cloud, non, c'est pas mon sujet. Enfin si, le sujet du CISSP, c'est le modèle de responsabilité partagée, la notion de SLA, ce que c'est que le IaaS, le PaaS, le SaaS. En gros, c'est des defs, hein, c'est des définitions du cloud, c'est le principe du modèle de responsabilité partagée, et quelques éléments contractuels, ça va pas bien loin, quoi. Ça ne fait pas pour autant quelqu'un de compétent en sécurité cloud. Et c'est un vrai sujet, hein, le sujet de la sécurité cloud, c'est un sujet Ah aussi oui, oui, non. passionnant, c'est un sujet passionnant. Et les entreprises vont de plus en plus dans le cloud. Donc franchement, si demain, toi, tu vas plutôt vers la sécurité cloud, c'est pas complètement idiot. Hein. C'est totalement cohérent, quoi. Et puis, c'est source d'emploi, quoi. Voilà. C'est sûr. Bah, déjà, avec le CISSP, je m'attendais pas, tu vois, j'ai publié mon résultat sur LinkedIn, ça a eu quand même un écho assez significatif. Ah, les gens qui sont venus consulter ça, ça m'a. Alors, je l'ai mis en public, hein, évidemment. Et c'est vrai que les gens qui sont venus consulter ça, ça m'a impressionné. Enfin, les profils des gens qui sont venus voir, c'était plutôt assez dingue, quoi. Et effectivement, c'est sans doute le reflet d'une réalité. C'est-à-dire que, enfin, quand on avait évoqué le sujet, quand tu m'avais dit qu'il y avait, je sais plus, une trentaine de personnes qui avaient été certifiées sur l'année 2021. Alors évidemment, c'était une année un petit peu compliquée en termes de Covid et compagnie, mais enfin, ça Ouais, mais fait quand j'ai les même un chiffres peu de de l'année temps. d'avant, c'est pareil. Hein. Donc, Ouais. il y a peu, hein. Il y a un peu plus de 1100 personnes certifiées en France. Hein. Et c'est vrai qu'on progresse très peu. Hein. Nous, on a un taux de progression en France d'environ 1% hein, sur le nombre de certifiés. Donc, c'est pas génial. Il y a d'autres pays. Donc, l'Allemagne va beaucoup plus vite. Mais il y a d'autres pays asiatiques en particulier. Hein. Singapour, ils sont à des progressions à deux chiffres hein, en pourcentage. Hein. Bon, donc il y a plein de raisons à ça. Hein. Donc, sur le fait que ce ne soit pas très connu en France, la difficulté, hein, la langue anglaise, la difficulté, les coûts aussi, il ne faut pas se leurrer, hein, donc le coût de l'examen. Toi, tu as tout financé sur tes propres deniers, quoi. C'est franchement la formation, plus, alors la formation, on a essayé de faire un truc abordable hein, pour les gens qui se le payent eux-mêmes, mais la certif en TTC, parce que quand on est particulier, la TVA, on ne le récupère pas, hein, c'est 798 euros TTC, hein, l'examen du CISSP en 2022. Ça. Donc quand tu te pointes dans un examen, que tu as mis 800 euros de ta poche, tu te dis, j'ai pas envie de me louper, quoi. Hein. J'ai pas Non. envie de repartir. Quand c'est ta boîte qui paye, si tu veux, c'est pas la même chose, quoi. Hein. Quand c'est la boîte qui paye, si tu veux, ça fait pas mal du tout, quoi. Hein. Tu rentres le soir et tu pleures Pas pas, grave. quoi. C'est pas C'est grave, hein. ça.
Sachant que quand même, il y a quand même aussi un petit bémol, c'est que la boîte en général ne paye pas 2 fois. Donc le gars qui veut être CISSP, la boîte lui dit ok, je te paye une formation avec l'examen, pourquoi pas, le gars est content, mais il sait que s'il se loupe, il va pas pouvoir retrouver son employeur, lui dire je l'ai loupé, hein, j'ai pas assez préparé, tu comprends, d'abord il dira jamais ça, et en général il lui payera pas une deuxième fois. Donc il y a quand même une incentive à le réussir, à bosser, etc. Voilà pourquoi toutes ces formations avec certification derrière donnent de meilleurs résultats que les séminaires ou les formations classiques où il n'y a pas d'enjeu derrière. Dans une formation, moi j'anime, je te dis depuis 20 ans, hein, une formation sur la Security Cloud, donc une autre sur la cybersécurité de 3 jours là, chez Capgemini, chez Orsys, mais derrière il n'y a pas de certif. Il n'y a pas de certif. Donc le gars, qu'il ait compris, pas compris, il a son attestation, terminé. Je ferai une formation dans laquelle on donnerait une certification et il devrait s'en servir pour valoriser son CV. Je peux te garantir que le taux d'attention d'abord, hein, et de participation ne serait pas le même. Donc c'est intéressant quand même qu'il y ait une carotte, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il y a le bac, hein, c'est pour ça qu'il y a le BTS, il y a le diplôme d'ingénieur. Ce sont des examens, tout ça, ce ne sont pas des concours. Hein. C'est pas juste un nombre de places, quoi. Il faut atteindre un certain niveau pour avoir droit à dire j'ai le bout de papier, quoi. Et ça motive, quoi. Ça motive, ça donne une finalité à la formation et une récompense, quoi. Et donc je trouve ça que c'est bien. C'est aussi pour ça que j'ai eu autant d'ardeur à l'ouvrage et à bosser si régulièrement l'assertif. C'est aussi parce que tout ça sortait de ma poche et que j'avais pas envie que ce soit un investissement qui soit vain, quoi. Ben oui, ouais, c'est clair. Et puis franchement, il n'y aurait pas la certification derrière, tu n'aurais jamais travaillé comme ça. On te dit, tu vas suivre une formation pour te former à la cybersécurité, il y a tel ou tel sujet, on prend le même programme que le CISSP. D'abord, il y a plein de sujets à l'intérieur qui ne sont pas super passionnants. Hein. Le côté juridique américain, excuse-moi, hein, mais ça passionne personne, quoi. Tu l'aurais même pas lu. Tu ne serais pas intéressé. Et c'est normal d'ailleurs, et tu ne l'aurais pas potassé. Donc tu as travaillé de façon beaucoup plus assidue qu'une formation classique sur laquelle il n'y a pas un examen à la fin, quoi. On a tous besoin de ça. On a tous besoin d'une carotte, d'une récompense. C'est humain, quoi. Il ne faut pas en avoir honte, hein. C'est normal. Bon, très bien. Ben, on a fait le tour, non? Ouais, on a fait le tour. Écoute, en tout cas, moi, je te remercie. C'était sympa, c'était très intéressant l'échange. Je pense que ça va aider pas mal de gens. Hein. Donc, beaucoup de gens se posent des questions hein, sur cet examen. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est pas trop dur pour moi? Ouais, voilà. Donc, j'ai mis la petite citation de Sénèque là, sur le blog que j'ai lancé sur le CISSP. Hein, donc, qui dit c'est pas parce que les choses sont difficiles, mais en général, pourquoi elles sont difficiles? C'est parce qu'on n'ose pas les faire. Donc, et on les rend difficiles en soi. Si tu oses vraiment, si tu te dis je vais y aller, je vais le faire, quoi. Donc, du coup, l'impossible devient possible, quoi. Et tout ce qu'on t'avait dit, à toi, n'y va surtout pas. Honnêtement, on ne se connaissait pas, hein, tu t'es inscrit. On s'est vu chez Orsys, mais si tu veux, chez Orsys, je vois tellement de gens, moi, que voilà, donc je ne mémorise pas les gens et j'en vois trop, quoi. Donc on ne peut pas dire qu'on se connaissait, même si on s'était rencontrés et que je t'avais enseigné la cybersécurité à travers ce séminaire. Mais tu serais venu me voir en me disant voilà mon cursus professionnel, je veux faire le CISSP, qu'est-ce que tu en penses? Et j'aurais dit, c'est un peu chaud, quoi. Hein. J'aurais dit honnêtement, c'est un peu chaud. Commence peut-être par mettre des pieds dans l'étrier, commence à bosser un petit peu dans la cybersécurité, lis quelques bouquins d'introduction, tu vois, fais quelques MOOC, et puis après, dans quelques temps, on verra, quoi, tu vois, si tu le sens vraiment. Surtout si tu mets un peu ce que tu as fait toi, c'est-à-dire te l'autofinancer et payer l'examen toi-même. En gros, tu as mis 1000 et quelques euros sur la table pour ta certif, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. 1000 euros, dire à quelqu'un, vas-y, hein, 1000 euros et puis perdre les 1000 euros, c'est pas un bon conseil de lui dire. Donc moi, honnêtement, j'aurais été pas négatif, parce que franchement, apprendre, c'est la vie. Apprendre. Moi, j'apprends tous les jours et je me régale d'apprendre. Et je suis un passionné. Mais j'aurais peur de te donner un mauvais conseil. J'aurais peur de te dire, vas-y. Et puis après, tu vois, voilà, c'était trop difficile. J'ai abandonné. Et puis, voilà, j'ai perdu mon investissement. Où j'ai mis 700 euros dans un examen et je l'ai loupé. Et c'est vrai que, autant sur VeriSafe, tu veux, c'est les boîtes qui payent, hein, ou les OPCO. Hein, les OPCO, c'est les opérateurs de compétences. J'ai envie de te dire, franchement, si quelqu'un loupe l'examen, je te le disais dans le forum, hein, je ne le dis pas avant pour ne pas décourager les gens, mais chiffre ISC2, il y a 20% des personnes qui réussissent du premier coup. Hein. Donc il y a une personne sur 5 qui réussit du premier coup. Et en général, je te le disais, hein, ce sont des gens qui travaillent déjà dans la cybersécurité, qui ont déjà l'expérience, qui postulent en tant que certifiés et pas associés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà les 5 ans d'expérience professionnelle, d'accord, dans au moins 2 domaines du CBK. Et les gars, ils se plantent. Donc toi, tu arrives,
n'as pas les compétences, tu me dis, je vais mettre 1500 balles dans une formation, une certif, qu'est-ce que tu en penses? Je te dis, prudence, quoi, calme-toi, tu vois. C'est normal, c'est un conseil honnête de te dire, n'y va pas, quoi, ou n'y va pas, ou réfléchis à 2 fois, quoi, hein, tu vois. Et la preuve, tu l'as fait et tu l'as réussi. Et donc maintenant, effectivement, la bonne chose, c'est dans ta entreprise, trouver des postes maintenant dans le domaine de la cybersécurité, compléter ton expérience. Dès que tu auras l'expérience, ça sera automatique, hein. Tu passeras d'associate à certifié de façon automatique. Tu auras la certification. Tu pourras postuler à d'autres postes dans l'entreprise si tu le souhaites. Tu pourras partir ailleurs. Et aujourd'hui, on le dit, hein, c'est la pénurie. Hein. C'est la pénurie. Et franchement, des gars compétents, il n'y en a pas des masses quoi, sur le marché. Quoi. Alors, des gens qui veulent bosser, oui, il y en a. Quoi, hein. Mais bon, ils connaissent rien. Quoi. Les entreprises ne veulent pas recruter des gens qui veulent faire de la cybersécurité parce qu'ils aiment la cybersécurité. Hein. Il faut prouver qu'ils ont une valeur ajoutée. Quoi. Et tu veux prendre quelqu'un, et les gens disent, ouais, mais ils ont quand même formé. Bah ouais, t'es gentil. Donc l'employeur, il te prend, il te forme, et une fois que tu as été formé, voire même tu es certifié, tu leur dis, tiens, ouais, je trouvais 30% plus cher chez le voisin, chez votre concurrent. Merci, au revoir pour la formation, c'est sympa. Les employeurs sont comme tout le monde. Et ils veulent aussi, c'est win-win quoi. Hein. Il faut que le gars il montre qu'il va apporter quelque chose à l'entreprise. Et l'entreprise doit y apporter quelque chose, autre que le salaire, hein, j'entends. Hein. Et donc, et c'est ça un deal gagnant quoi. Et avoir une certif de la nature du CISSP, le deal il est win-win quoi. Ça me paraît une bonne chose. Bon, écoute, merci beaucoup hein, Axel pour cet échange. Bah, de rien, avec plaisir. Ouais, on va le Avec diffuser plaisir. et ça, je pense que ça aidera vraiment beaucoup de gens, ça les inspirera. Et puis certains se diront, oh là là, non, vu ce qu'a travaillé Excel, moi jamais je le ferai, hein, parce que certains vont Ils se sont dire, obligés de faire comme moi. Hein. Ils certains sont vont se obligés. dire, 2 heures tous les jours après mon boulot, mais non, même pas un rêve, quoi. Et ça s'entend, quoi. Hein. Après, on n'a pas tous la même capacité d'apprentissage non plus. C'est clair. Moi, très clairement, c'était des choses que je découvrais. En plus de ça, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais un double challenge, c'était que je voulais progresser en anglais aussi. Et j'ai un chef qui m'a dit un jour, la meilleure méthode pour progresser en anglais, c'est de le lire. De le lire, il faut en lire, en bouffer, en lire, en lire, en lire, en lire. Ouais. Et effectivement, c'est maintenant, je le ressens, hein, quand tu as mangé ces trucs-là, après, ça va quand même nettement mieux. Alors moi, je suis curieux de nature, donc je lis aussi la presse britannique. Enfin voilà, j'essaie de vraiment élargir mon champ des possibles et je suis enfin ça, c'est sans commune mesure avec avec le niveau que j'avais quand j'ai commencé au mois d'août, hein, clairement. Donc pour moi, c'est une double victoire aussi, c'est que ça m'a permis de faire beaucoup de progrès de ce point de vue-là. Et évidemment, tout le monde n'est pas forcé de bosser 2 heures tous les jours. Hein. Il y a des gens qui, une demi-heure, ça va suffire, 1 heure, ça va suffire. Après, les gens qui ont déjà un peu de background sur la cyber, ils vont peut-être pas avoir besoin de bosser tous les jours non plus. Enfin, Bien voilà. sûr, bien sûr. Moi, comme tu le disais, hein, je démarrais de niveau zéro. Hein. J'avais zéro expérience. Alors, je savais je savais un peu quels étaient les grands domaines dans la cyber, mais ça s'arrêtait là. Enfin, Ouais. voilà, la crypto, j'en avais fait parce que j'avais assisté au séminaire que tu animais, mais globalement, j'ai jamais mis ces trucs-là en pratique. Et enfin voilà, c'était des trucs qui m'étaient parfaitement étrangers. Ouais. Donc, il a fallu que vraiment je descende mon centre de gravité et puis que je prenne le temps d'assimiler tout ça, quoi. Et puis, on n'a plus 20 ans non plus. Hein. Ouais. Les capacités d'apprentissage sont plus les mêmes non plus. Donc voilà. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens aient peur en se disant il faut travailler tous les jours 2 heures, effectivement. Il faut travailler tous les jours si on veut l'examen, évidemment, et qu'on part de zéro. Quoi. Tout le monde ne part pas de zéro. Hein, donc, on ne part pas de zéro. Et puis le fait de le faire dans le temps, évidemment, ça permet, c'est plus facile. Hein, donc, par contre, ça peut être un piège aussi. Hein, ça peut être un piège aussi parce que quand on te dit, voilà, tu as 5 jours pour te former, hein, le fameux bootcamp que beaucoup d'organismes de formation font, ça a au moins le mérite de dire, pendant 5 jours, il faut y aller à fond, et puis après, on va à l'examen quasiment dans la foulée. Quoi, hein. Bon, mais là, on n'est pas obligé de faire du 5 jours, mais il ne faut pas non plus trop l'étaler, parce que si tu commences à bosser en janvier et que tu passes l'examen en décembre, tout ce que tu as vu en janvier, en février, alors il y a les mind maps, il y a plein de techniques qu'on utilise pour aider la mémorisation, mais il y a quand même une déperdition. Le cerveau, il est ce qu'il est. Quoi, hein. Donc, forcément, toutes les questions d'entraînement que tu vas faire en janvier-février, en décembre, tu ne vas pas te rappeler de grand-chose. Quoi. Donc, je pense qu'il faut faire un travail de préparation dans le temps, hein, donc pas forcément à une semaine, ça c'était une mauvaise idée, de le faire 2-3 mois par exemple, hein, très bien. Et après, se dire, voilà, je passe en mode bootcamp. Et en bootcamp, ça veut dire que maintenant, ça y est, j'y vais, je me rebalaye les sujets dans les vidéos que je ne maîtrisais pas forcément pour faire un deuxième passage. Et ça, c'est le gros avantage du e-learning, c'est que tu peux repasser 3 fois la vidéo, 4 fois la vidéo sur un sujet qui est compliqué. Hein. Très bien, je relis le bouquin de l'ISC2, la partie qui m'intéresse, je refais des questions là-dessus, et sur un temps court, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut se fixer une date. D'ailleurs, il faut s'inscrire. C'est ce que tu as fait toi à un moment donné. Hein. Tu as pris position, tu t'es inscrit sur le site de l'ISC2, sur PersonView, tu as dit,
je le passe le 21 janvier, je crois que c'était vendredi dernier. Hein. C'est ça. 21 janvier, boum, bah, c'est réglé. Et là, tu sais que ta deadline est le 21 janvier. Tu sais que dans les 10 derniers jours, c'est le sprint, quoi. Hein. C'est ton bootcamp. En fait, chacun se fait son bootcamp propre. Hein. Et globalement, il faut estimer une dizaine de jours avant l'examen. Ça va être là, par contre, des questions d'entraînement. C'est pas là où on doit découvrir des nouveaux sujets, hein, normalement. Sauf s'il y a une question particulière qui demande un approfondissement, qui est cas particulier. Mais là, on est vraiment en mode révision, examen, enfin, question d'entraînement. Et en général, je recommande de s'arrêter 24 heures, 48 heures avant. Surtout ne pas arriver fatigué, quoi. Ne pas travailler le soir à 20 heures, ça sert à rien. Hein. Tous les gens, vous le savez, hein, tous les gens qui ont fait des examens ou des concours à des collèges ou autres, hein, tu ne réussis pas le concours à Polytechnique en bossant la veille à 23 heures. Hein, donc c'est même pas la peine, quoi. Donc au contraire, il faut faire un break. Il faut bien avoir bossé pendant les 7-8 jours avant l'examen, la dernière journée, les 48 dernières heures, on se repose, on se détend, on regarde une série Netflix et on dort bien surtout. Et on arrive un peu en avance au centre d'examen pour ne pas te stresser. Et normalement c'est bon. On déroule. Moi, j'avais une petite question relative à l'endorsement, le processus d'endorsement. Yes. Donc, j'ai suivi les étapes de l'ISC2. J'ai eu une notification m'expliquant que l'endorsement était fait puisque je prétendais avoir un statut d'associé. Et est-ce qu'il y a autre chose à faire derrière ou est-ce que maintenant, voilà, c'est terminé? Parce que comme sur le papier, ils disent qu'il faut attendre entre 2 et 5 jours ouvrables, on y est là, parce que c'était la semaine dernière. Est-ce qu'il y a autre chose à attendre ou à faire? Non, il n'y a rien à faire. Non, c'est bon. Ok. Sur la partie associée, c'est plus light. Mais sur la partie certifiée, il faut déposer un dossier complet. Toi, tu le feras plus tard, je pense. Ils vont te le demander quand même plus tard. Hein. Donc, tu n'auras pas fourni de CV pour l'instant à l'ISC2. Non. Ils vont te le demander. Mais ça, c'est plus tard. Quand tu passeras dans la phase justement un an avant hein, que tu vas atteindre la limite, ta dernière année d'associate en fait, hein, ils vont te demander des éléments complémentaires, justement parce qu'ils ne te le demandent pas aujourd'hui, c'est logique, oui. Tu n'as pas l'expérience, donc le CV que tu vas fournir, tu as un CV qui ne leur convient pas. Il faut attendre que tu aies à l'intérieur les années qui vont bien et dans la dernière phase, la dernière ligne droite, hein, tu déposeras un dossier d'endorsement dans lequel tu vas te faire parrainer par un CISSP, tu déposeras ton CV qui montrera que tu as bien les 5 années dans les deux domaines du CBK qui vont bien, et à ce moment-là, le statut de associé se transformera en certifié et tu recevras un papier à mettre dans un cadre et à regarder religieusement avant d'apporter les journées de boulot. C'est ça, c'est exactement ça. Okay, bon, écoute, merci beaucoup Axel. Merci à toi. Bonne continuation et on aura l'occasion en tous les cas de discuter et de rester en contact. Allez, avec plaisir. Ciao et à bientôt. Merci. Salut.